Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart. Ravi de vous retrouver pour presque une heure de discussion autour des enjeux du monde de demain. Au sommaire de cette émission, les NFT, nouvel horizon de l'art contemporain. Richard Orlinski, artiste français connu pour ses sculptures polygonales d'animaux grandeur nature, se lance dans le monde des NFT, persuadé que la technologie blockchain peut apporter beaucoup au monde de l'art. Il sera notre invité. La course à la présidentielle est lancée, la course à l'impact aussi. Focus aujourd'hui dans notre talk sur les acteurs de la tech for good qui comptent bien peser dans le débat présidentiel. Ils font des propositions concrètes aux candidats à l'élection pour accélérer la transformation sociale et écologique des entreprises françaises. La toile d'araignée super filtre à pollution, ce sera le rendez-vous biomimétisme aujourd'hui. Camille Klopoki, analyste scientifique chez Bioxégie, nous présentera un système de dépollution de l'air bio-inspiré par la toile d'araignée, véritable capteur de pollution et baromètre de la qualité de l'air, vous verrez. Et enfin, zoom sur ceux qui font demain. Chaque semaine, Cécilia Sévry part à la rencontre de ces entrepreneurs du futur qui construisent, qui créent, qui innovent. Aujourd'hui, on découvre une bulle technologique pour bénéficier des bienfaits de la sieste, même au bureau. Mais d'abord, je vous le disais, c'est l'heure de l'interview du jour. On parle d'art dans cette première partie de Smart Tech. Richard Orlinski, artiste français contemporain, le plus vendu au monde depuis 2015, connu pour ses figures animales polygonales et colorées, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de Smart Tech. On va parler d'art, mais de numérique et de technologie également avec vous. Vous avez récemment collaboré avec Binance, une des plus grandes plateformes de crypto-monnaie au monde, dans le lancement d'une collection exclusive de NFT. Un succès, puisque 10 000 exemplaires se sont écoulés en moins d'une minute. Richard Orlinski, expliquez-nous comment est née cette collaboration. Alors la collaboration, déjà c'est mon intérêt pour la NFT avant la collaboration, parce que du coup il fallait être un petit peu comme averti. Je pense qu'on ne peut pas accepter une collaboration quand on ne sait pas de quoi on parle. Vous saviez déjà ce que c'était? Oui, vous savez, j'avais déjà beaucoup planché. Puis il y a un phénomène très drôle, c'est que en tant qu'artiste, on est extrêmement sollicité. Je reçois, je sais pas, peut-être une dizaine ou une quinzaine de mails par jour, par semaine, sur les réseaux sociaux, parce que de plus en plus, alors il y a un peu de tout, c'est un marché assez particulier où il y a à boire et à manger, et où on propose effectivement de collaborer, de faire des drops sur des plateformes, etc. Donc on a réfléchi, parce que moi de toute façon, le fait d'avoir quelque chose qui soit accessible au plus grand nombre et qui puisse être diffusé comme ça de manière instantanée, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je le fais déjà dans mon marché, on va dire, pas NFT, mais on va dire physique, puisqu'on fait des drops, nous aussi, sur de l'art accessible. Après le confinement, j'ai décidé effectivement de pouvoir rendre l'art encore plus accessible que je le faisais avant. À la base, ça avait été fait avec Disney ou des collaborations comme ça, puis j'ai voulu le faire moi-même, et du coup, ça a rencontré un franc succès. Et ça, c'est le numérique qui vous a permis ça? C'est le digital, on va dire, c'est pas le numérique. Mais avec beaucoup de digital, moi même sur mes réseaux, on fait beaucoup de digital, on met en vie parce qu'une sculpture ça vit pas. Et moi je donne beaucoup de vie, on fait des espèces de dessins animés, de 3D. On est beaucoup pour l'animation déjà, pour quelque chose qui est déjà très numérique, déjà de l'art numérique. Donc ensuite, on a effectivement eu ce contact avec Binance, et puis un souhait de faire une collaboration. Ils se sont lancés récemment sur la NFT. Donc du coup, on s'est dit oui, pourquoi pas. En plus, pour le 4e anniversaire, donc ça avait vraiment du sens de faire quelque chose d'assez grand, et surtout de faire connaître à ma communauté quelque chose de complètement nouveau. Et du coup, ça s'est super bien passé. Il y a une vraie mécanique. Et je le dis, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'autres plateformes et d'autres acteurs aujourd'hui, il n'y a pas de régulation vraiment sur ce marché, donc il y a un peu tout et n'importe quoi. C'est un peu la foire fouille aujourd'hui, les NFT. Et l'avantage pour moi, en tout cas, ce qui m'a rassuré, ce qui a rassuré aussi, j'imagine, tous les acheteurs, c'est d'avoir quand même un nom, le mien, peu importe, ça vaut ce que ça vaut, mais aussi d'être associé avec une très grosse plateforme comme ça, donc il y a un côté rassurant. Et puis, l'intérêt que je vois aujourd'hui, alors peut-être j'anticipe un petit peu sur la suite de la discussion, mais c'est qu'on a un second marché et qui tient la route, qui est soutenu, qu'on soutient. Et ça c'est vraiment important parce que acheter des NFT, effectivement, c'est donné à n'importe qui. Mais si ensuite, on a acheté un NFT, j'en sais pas moi, $100 et que demain, il vaut plus que $10, c'est un problème. Donc le gaming, c'est bien, mais il faut quand même qu'il y ait un intérêt qui soit
exact. On va en parler, Richard Orlinski, de ce marché, de cette notion de confiance. On va y revenir aussi également. Pour revenir sur ce partenariat, comment ça s'est passé? Comment vous avez travaillé avec Binance? Est-ce que vous avez créé une collection d'art spécifique à ce partenariat? On a créé une collection d'art spécifique avec des pièces, on va dire, je ne sais pas comment on va appeler ça, avec des NFT plus ou moins rares, avec toute une gamme complète qui reprenait un petit peu mon bestiaire, et avec des NFT super rares où on faisait vraiment mon œuvre emblématique, c'est le Kong, qui était le Kong anniversaire, qui était donc mélangé vraiment à l'univers de Binance, et donc du coup on a fait une collection assez large avec effectivement des forces un peu comme les cartes Pokémon ou comme les cartes Yu-Gi-Oh, où on a des puissances. Donc les cartes avaient des puissances. Donc il y avait un côté aussi assez ludique dans ces jeux. On retrouvait c'est un univers qui était vraiment sympa. Et puis du coup, on a réfléchi surtout sur le prix aussi, parce qu'il faut pas. Donc moi, mon envie évidemment, c'est rendre l'art accessible. Je sais qu'il y a eu des drops avec plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de dollars, voire millions sur des NFT. Nous, on a voulu vraiment rester proche du public, proche du côté populaire, du mainstream, ce qui m'intéresse moi. C'est ce qui a fait le succès de cette collection, vous pensez? Mais en tout cas, on l'a mis à $20. Et donc $20, c'est quand même accessible. C'est pour les bourses, c'est pour les bourses, toutes les bourses normalement. Et oui, on en a vendu effectivement beaucoup. On a vendu presque 65 000 en moins d'une heure. Donc c'est un vrai succès. Et je répète encore ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on voit que la cote, elle tient sur le second marché, et les super rares sont envolés. Il y en a qui sont à plusieurs milliers de dollars. Donc du coup, les gens, ils sont contents. Ils se sont fait plaisir. Ils ont un petit morceau d'une œuvre ou d'un artiste, mais en plus, ils ont quelque chose qui a de la valeur. Et ça, je pense que c'est très important. Vous en parliez tout à l'heure, vous parliez donc d'œuvres physiques. C'est vrai que vous êtes un sculpteur. Comment, en tant que sculpteur, vous faites la différence entre donc une œuvre physique, une œuvre tangible, une œuvre classique, on va dire, et une œuvre numérique? Où est la frontière? Où est la limite? Comment vous avez évolué avec cette notion aujourd'hui d'art digital, d'art numérique? Moi, j'ai envie de dire, en fait, c'est un tout, c'est complémentaire. C'est comme on dit, l'art, l'art, c'est tout, c'est universel en réalité. C'est juste une espèce de facette supplémentaire qui vient agrémenter, qui vient même donner du crédit à l'œuvre physique, parce que du coup, elle est encore plus diffusée grâce au digital, puisqu'on reprend donc du coup le plus grand nombre. Moi, j'ai remarqué dans le drop, par exemple, qu'on a fait, j'ai eu le petit camembert avec la répartition des acheteurs. Il y a des pays ou des nationalités où je suis même pas présent. Donc du coup, ça élargit encore plus le champ des possibles. Donc pour moi, c'est juste un complément en fait, et la frontière, il n'y en a pas. Et on peut même aujourd'hui se servir du digital pour rationaliser, rassurer aussi. Typiquement pour sécuriser des certificats d'authenticité, on peut se servir de la blockchain pour pouvoir. Donc le NFT on a plein d'idées, on réfléchit avec Binance sur plein d'idées de mise en avant, de se servir de faire des passerelles et des ponts entre les deux, entre le numérique. Mais je vous dis, moi j'étais déjà dans le numérique avant tout ça. Donc, vous parliez de propriété. Selon vous, la blockchain aujourd'hui, c'est un rempart contre la contrefaçon. Expliquez-nous pourquoi. Parce que c'est pas comment on appelle ça, falsifiable. Un certificat, par exemple un certificat d'authenticité, on peut le falsifier. Il y a plein de moyens, même les billets on peut les falsifier. La crypto, jusqu'à ce que j'ai entendu dire, c'est infalsifiable. Donc du coup, quand vous avez un certificat typiquement ou quelque chose d'authenticité par rapport à votre œuvre physique, eh bien c'est donc l'avantage déjà, c'est une vraie sécurité. Une vraie sécurité pour l'artiste. Que peut-elle apporter selon vous? Parce que vous définissez aujourd'hui la technologie blockchain vraiment comme l'avenir de l'art. Qu'est-ce qu'elle peut apporter en plus aussi à l'art, cette technologie? Déjà une ouverture, parce que déjà on a une ouverture au plus grand nombre. L'art, on a l'air de parler de l'art comme si c'était, mais en fait l'art c'est pas évident. Il y a très peu de gens qui s'intéressent à l'art, c'est une niche. Moi, quand j'ai commencé à faire un peu la diffusion et faire des plateaux télé, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas de case pour les artistes. En fait, combien vous connaissez d'artistes qui vont dans des plateaux pour des émissions? Ça n'intéresse personne en réalité. Donc on a l'impression de dire l'art, la NFT, parce que c'est très à la mode, très tendance, tout le monde parle de ça. On est en train d'en parler. Donc aujourd'hui, je pense que ça devient quelque chose qui fait la promotion de l'art. Parce que l'art, il ne faut pas oublier, ça reste un truc niche. Il y a combien d'émissions il y a sur l'art? Combien il n'y en a pas. Enfin, je veux dire, on a des variétés, on a de la musique. Donc c'est quelque chose qui permet justement à peut-être redonner. C'est pourtant un marché qui pèse des milliards d'euros. Oui, mais c'est niche. Ça reste une très très grande niche. Combien de personnes vont dans des musées? Enfin, c'est quelque chose qui reste. Bon, c'est pas grave. Mais de plus en plus, moi je pense que ça contribue déjà pour les jeunes générations à s'ouvrir sur des nouveaux mondes, à une nouvelle manière de consommer, à une manière d'échanger. Donc il y a des plateformes comme ça qui sont en train de se créer. Et du
du coup, c'est sympa parce que c'est des gens du gaming, peut-être qui seraient jamais intéressés à l'art, et là, ils s'intéressent à l'art. Il y a un côté jeu au début pour démarrer. C'est comme si on apprenait l'alphabet en s'amusant, et donc je crois que c'est ce qui manquait, je pense, au monde de l'art. Vous trouvez ça ludique, c'est ce que vous nous Oui, disiez tout à l'heure. Comment vous regardez, Richard Orlinski, ces artistes justement qui ne prennent pas ou pas assez le virage numérique aujourd'hui ? On est libre, on est un pays de liberté, enfin chacun fait ce qu'il veut. Il y a pas, moi j'ai pas de jugement à porter. Vous pensez que la technologie, etc., ça peut être l'avenir, mais vous voyez pas ceux qui ne prennent pas ce virage-là comme la mort de l'art non plus? Non, pas du tout. Mais l'art physique existera toujours. Ça, c'est une hérésie de penser le contraire. D'ailleurs, même moi, quand j'ai commencé les NFT, je voulais rassurer mes fans en offrant la possibilité d'avoir une équivalence en physique. Alors après, c'était compliqué vu qu'on les a mis vraiment très très bas. Mais si le drop avait été un peu plus cher, je pense que je l'aurais fait. Donc j'ai toujours cette volonté de rassurer, parce que c'est vrai que posséder, on en parlait tout à l'heure, d'avoir l'ancien temps, de posséder quelque chose, c'est quand même... Mais aujourd'hui, justement, il faut arriver à comprendre qu'on peut le faire. Après, les artistes qui ne prennent pas, voilà, c'est comme dans tout. Il y a des gens qui, aujourd'hui, même des grosses marques énormes qui ne prennent pas le nouveau web. Donc voilà, il n'y a pas de règle, et puis peut-être qu'ils s'y mettront un jour. On en a parlé, Richard Orlinski, donc succès de votre partenariat avec Binance. 100 000 exemplaires écoulés en 1 heure, je crois. Avez-vous d'autres projets digitaux, NFT à venir ? Oui, j'ai beaucoup de projets. Oui. Beaucoup de projets avec des collabs aussi, avec des collaborations, avec des artistes des internationaux, les plus gros artistes de la planète, tant dans la musique que dans le sport. Et on essaye justement de pouvoir toucher leur communauté. Et donc il y a vraiment des crossovers, des ponts qui se font entre les mondes, le monde de l'art, on va dire, peinture, parce que pour moi le sport c'est aussi une forme d'art. Et donc il se passe quelque chose, on touche d'autres communautés, et c'est intéressant parce que là aussi je pense qu'il y a une mission culturelle, parce que quelque part on prend une star interplanétaire de la musique, elle va proposer donc un NFT. Elle va faire connaître aussi quelque chose d'artistique à des gens qui seraient peut-être jamais intéressés à l'art. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez intéressant par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment le projet où on a beaucoup de demandes. Alors c'est vrai que j'ai un truc qui est très drôle, j'ai l'impression que le rapport s'est un peu inversé. On va dire que je peux prendre la plus grosse star interplanétaire du football ou de la musique, elle va venir me contacter aujourd'hui, ce qu'elle n'aurait jamais fait avant. Donc nous, il y a une espèce d'équilibre qui s'est fait grâce à NFT. Dans mon métier en tout cas, on est sollicité par des gens où jamais je pense qu'on aurait été sollicité, à part pour l'acquisition d'une sculpture, mais pour faire une collaboration, il y a quelque chose qui a vraiment poussé en tout cas ce marché de l'art, en tout cas pour moi. En tout cas, on vous a compris, il y a une notion d'ouverture sur le monde aujourd'hui avec ces technologies. Merci beaucoup Richard Orlinski d'être venu sur le plateau de Smartech. Merci avec plaisir. beaucoup. C'est l'heure de notre talk du jour, focus aujourd'hui sur la tech for good. Focus aujourd'hui dans notre talk du jour sur la tech for good, ou quand la technologie se met au service du bien commun. Les acteurs du secteur qui ont bien pesé dans le débat présidentiel. Ils sont 25 réseaux d'entrepreneurs à proposer plusieurs mesures pour améliorer concrètement la performance environnementale et sociale de l'économie. Les startups premières concernées font évidemment partie du mouvement. Jean Moreau, fondateur et président de Phoenix, coprésident du mouvement Impact France, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smartech. Merci. Sarah Korn, partner chez Founders Future, membre de Tech for Good France, est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là. C'est cet été, pour la 3e édition des universités des entreprises à impact, que vous avez décidé de produire un manifeste à destination des futurs candidats à la présidentielle. Jean Moreau, pourquoi un manifeste? Pourquoi sous cette forme-là? Pour interpeller, parce qu'il nous semble que le moment est favorable. On a quelques encablures de 2022. Donc c'est maintenant qu'il faut qu'on pèse dans le débat public. Et donc on a voulu mettre des propositions concrètes sur la table pour faire avancer le numérique dans une direction plus responsable et contribuer à la transition sociale et environnementale. Sarah Korn, comment on trie, comment on choisit, comment on définit, quelles propositions émettre, faire? Je crois que l'important, c'est le sens. Donc, c'est de se reposer la question de la mission de ces entreprises et donc de la tech for good. Nous, on regarde évidemment majoritairement une tech qui est plus inclusive, qui est plus écologique. Donc, je crois que le premier filtre, c'est de choisir de sélectionner toutes ces entreprises, toutes ces nouvelles tech for good qui veulent œuvrer pour le bien commun. Et ce réseau d'entrepreneurs, Jean Moreau, quand on leur pose la question, tous avaient véritablement envie, pas de faire de la politique, mais en tout cas de peser sur le débat politique français. On sent qu'il y a une responsabilité plus importante que
à l'échelle en tout cas de son entreprise. Il y avait quelque chose à faire. Oui, en tout cas dans notre réseau, il y a 3 piliers. C'est fédérer les entrepreneurs à impact positif, les faire grandir ensemble, qu'on ait plus de belles histoires, plus d'exemples emblématiques, et puis ensuite les faire rayonner donc à travers de l'influence et du lobbying. Et donc tout le monde est très au clair, ça c'est le pilier d'influence. La volonté, c'est d'incarner une autre façon de faire du business, de donner à l'entreprise un autre rôle, au-delà de faire de l'argent, de la croissance, distribuer des dividendes. On pense qu'on peut, surtout avec les outils digitaux et numériques, contribuer, accélérer, démultiplier l'impact positif des solutions. Et donc ça rend la mission encore plus noble et ça donne une motivation encore plus forte aux équipes quand on arrive à avoir une surcouche et une mission qui est forte. Sarah Korn, vous êtes d'accord avec ça? Le rôle de l'entreprise aujourd'hui dépasse peut-être celui de faire de la croissance, de faire du chiffre, ou en tout cas, ou même de rester sur son activité. Bien sûr. Nous, en tout cas, c'est notre conviction chez Founder Future, c'est qu'aujourd'hui, la norme, ce seront toutes ces entreprises à impact qui vont être nativement en fait, proposer des solutions plus durables, plus responsables. On ne créera plus une entreprise pour créer une entreprise. Il faudra qu'il y ait une raison d'être. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, on le voit chez les consommateurs, chez les citoyens qui consomment de plus en plus responsables. On le voit de plus en plus aussi dans l'évolution de la réglementation, chez les salariés dans les grandes entreprises. Il y a une vraie question du sens et de cette transition qu'il faut accélérer. Jean Moreau, quel regard, quel truc en plus, selon vous, peuvent apporter les entrepreneurs aujourd'hui qu'un homme politique peut-être n'a pas ce regard aujourd'hui sur la société, ou en tout cas sur ce que peut apporter l'entreprise à la société? Je pense nous, on ressent 3 choses. On ressent un alignement des planètes entre la quête de sens des nouvelles générations. Donc, je pense qu'on est peut-être plus au contact des nouvelles générations, notamment les nouveaux travailleurs, qui veulent tous, et c'est quasiment unanime, donner du sens à leur travail et ne plus rejoindre des boîtes qui ont ce qu'on appelle les externalités négatives, c'est-à-dire qui détruisent l'environnement, la planète ou qui accentuent les inégalités. Donc ça, je pense qu'il y a une tendance de fond à côté de laquelle on ne peut pas passer. Il y a une tendance qui est la même chez les financeurs, où de plus en plus de fonds de financement se dirigent vers des boîtes à impact positif pour plein de raisons. Et puis les consommateurs, comme l'a dit Sarah, se rangent de plus en plus derrière des applications comme Yuka, derrière des labels, le Nutri-Score, l'EcoScore, pour utiliser leur pouvoir d'achat et leur carte bleue comme un bulletin de vote et décider ce qu'ils veulent dans les rayons. Donc ça, nous, on le ressent et on veut le faire remonter aux dirigeants pour pas qu'il y ait de déconnexion entre l'ancien monde et le nouveau monde. On se présente souvent comme au mouvement Impact France, chez Tech for Good France, comme une alternative au MEDEF, sans agressivité ou sans compétition, mais juste en disant, voilà, on est en train de démoder une ancienne vision de l'entrepreneuriat, y compris dans ses pratiques en interne aussi, parfois très dirigistes, très top-down, vertical, partage du pouvoir et de la richesse pas très éclairé. Et donc nous on dit, je pense que ça répond plus tout à fait aux aspirations des nouvelles générations, qui veulent plus de collégialité, plus d'horizontalité et une meilleure répartition de la richesse entre le capital, les entrepreneurs, le travail et les parties prenantes. Donc c'est ce qu'on essaye de prôner. Jean Moreau, vos propositions sont nombreuses, elles concernent de nombreux pans de l'économie. Lesquelles? Alors on a fait un travail de plaidoyer, donc on a plusieurs propositions concrètes qui peuvent être reprises clé en main. Et si j'en prends 3, par exemple, on veut typiquement rendre transparent l'impact carbone des livraisons dans le e-commerce, c'est-à-dire je commande sur Amazon, je veux savoir combien va coûter, quel CO2 va émettre ma livraison, combien va coûter aussi en impact carbone le suremballage. Très souvent on reçoit des petits paquets dans des énormes emballages carton, donc ça on veut que ce soit très clair. Ou on a l'impression de faire une bonne action en rachetant un jean d'occasion, mais en fait il part de Brest à Toulouse et l'impact de la livraison est pire que le remède est pire que le mal. Donc tout ça on veut que ce soit chiffré, transparent. Deuxième chose, on veut qu'on ait des aides publiques et parapubliques dans la Tech for Good. Je trouve que la BPI et l'État ont très bien structuré la French Tech et on a vu éclore plein de belles histoires comme Mano Mano, Doctolib et consorts. Et on voudrait qu'il y ait la même chose. Voilà, et on voudrait qu'il y ait la même chose dans la Tech for Good, qu'on suive cet écosystème-là et qu'il soit très bien structuré. Et dernière chose, on aimerait créer un crédit d'impôt pour les entreprises à impact social et écologique. Aujourd'hui, les dispositifs d'aide à l'innovation sont très fléchés sur l'innovation numérique, digitale, la tech au sens dur du terme, et on aimerait que ce soit ouvert aux boîtes qui ont une innovation plus douce, sociale, environnementale, et qui aient des aides publiques, notamment à l'amorçage. C'est le plus dur. Sarah Korn, on voit qu'on est sur des propositions donc très concrètes. Quel est l'intérêt, selon vous, justement, de donner des solutions concrètes, presque clés en main aujourd'hui aux candidats à la présidentielle? C'est en gros, on leur fournit tout. Voilà, ils n'ont plus qu'à choisir. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui? Je pense que ce qui est intéressant, c'est de faire confiance à ceux qui sont sur le terrain, aux opérationnels, à tous ces acteurs de la transition. Moi, je crois que les pouvoirs publics, leur rôle, c'est d'accélérer, c'est d'entendre, d'écouter, de comprendre, et après de travailler main dans la main avec la société civile et tous les acteurs de la transition. Donc c'est clé. Sarah Korn, pourquoi, selon vous, la tech, plus qu'un autre secteur, peut-elle être vecteur, selon vous, de la transformation sociale, environnementale, aujourd'hui, de la société, des entreprises?
Déjà, la tech, elle est partout aujourd'hui. Le numérique est partout. Donc, on doit intégrer la tech dans nos grandes mutations de société. Donc, ça, c'est clé. Et parce qu'elle a un vrai pouvoir de diffusion, d'émancipation, de développement. Donc, elle peut être, quand elle est bien appliquée, la tech, c'est un moyen, elle peut être très, très bénéfique à l'environnement, à l'économie, au social. Oui, j'ajoute que c'est aussi un levier de création d'emplois. Il ne faut pas l'oublier. On parle très souvent de l'impact écologique, environnemental, mais il y a aussi un impact social de la tech, avec 2 dimensions. Il peut y avoir une fracture numérique, c'est-à-dire il y a plein de gens qui sont éloignés du numérique. On parle beaucoup de la 5G, mais il y a des gens qui n'ont pas accès dans des zones blanches à Internet, donc commencer par ça. Et puis après, c'est un gros pourvoyeur d'emploi. Donc pour tous les jeunes qui sont en galère, en recherche d'emploi, les métiers du numérique et de la tech sont pour eux une source, un gisement d'offres, de jobs assez infini. Donc c'est aussi pour ça qu'on veut le mettre au centre du débat. A contrario, Jean Moreau, c'est un peu la même question, mais à l'inverse, comment faire du numérique un levier de transition écologique et environnementale, justement? Je pense qu'il faut les deux. Alors, il faut à la fois des pionniers, comme ceux que finance Founders Future, ou comme j'ai la chance de le faire avec Phoenix. Nous, on lutte contre le gaspillage alimentaire à travers du numérique, donc on a un impact qui est très direct. Mais il ne faut pas qu'on reste entre pionniers et entre hurluberlus, je dirais, entre les gens du début. Il faut qu'on arrive à embarquer avec nous des gens qui n'étaient pas dans la tech for good de façon native, mais qu'il faut qu'ils y viennent. Donc les géants du numérique, il faut qu'on ait avec nous des Orange, des Free, des Criteo. Il faut que tous ces gens-là commencent à faire attention à la façon dont ils utilisent les data, qu'ils équipent. Parce que le numérique pollue aussi. Oui, et puis y compris l'équipement. On peut commencer par un geste très simple qui est de remplacer tous les téléphones et ordinateurs de son personnel par des téléphones de seconde main, d'occasion, récupérés sur e-commerce, back market ou chez d'autres. Il y a des petits gestes comme ça dans les grands groupes qui peuvent être mis en œuvre, qui sont faciles pour aussi faire basculer les gros du secteur dans la bonne direction et pas juste avoir les petits poissons pilotes qu'on représente nous ici. Sarah Korn, on en a parlé un peu. Vous, chez chez Founders Future, vous allez pouvoir sûrement répondre à ma question. Mais comment vous regardez aujourd'hui l'évolution de l'écosystème de ces entreprises de tech for good? Qu'est-ce qui a changé ces dernières années? Comment on les a aidées? Est-ce qu'elles arrivent à fleurir d'une manière plus facile? Je crois que ce qui a changé, moi en tout cas ce que j'observe, c'est qu'on est passé du secteur associatif à une économie sociale et solidaire, à une nouvelle génération d'entrepreneurs qui intègrent nativement l'impact. Donc ça, c'est très intéressant. Passer de secteur associatif, c'est-à-dire que peut-être qu'avant, sur cette notion de bien commun... Aujourd'hui, l'intérêt général... Voilà, l'intérêt général peut passer par l'entreprise. Voilà, exactement. C'était uniquement un sujet porté par les associations. Ouais. Et puis, ça s'est structuré en une économie sociale et solidaire. Et puis, aujourd'hui, on le voit de plus en plus dans l'entrepreneuriat. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une toute nouvelle génération d'entrepreneurs qui ont des codes business, qui veulent aller vite, qui opposent pas la croissance et la transition et l'impact, et donc qui veulent réinventer un peu le modèle. Donc je crois que c'est ça qui a changé et ce qui permet aussi d'avoir un peu plus d'acteurs du financement, de l'investissement pour investir dans toutes ces nouvelles formes d'entreprises. Ouais, ce qui manquait jusqu'à maintenant, c'était des exemples emblématiques. Et dorénavant, on a davantage de success stories qui montrent qu'on peut marcher sur 2 jambes, une jambe croissance, rentabilité, ambition, et puis une jambe impact positif. On manquait de preuves et dorénavant on en a plusieurs. Alors on a les back market que j'ai cités, on a Castali qui lutte contre la folie des bouteilles en plastique, on a SoConnect, on a La Fourche qui est un supermarché bio en ligne. Donc voilà, on a des belles histoires qui lèvent des dizaines de millions d'euros sur des sujets à impact. Et donc on peut maintenant commencer à penser gros et plus être dans le small is beautiful et à s'auto-censurer. Et Jean Moreau, vous diriez-vous aussi que ces entrepreneurs à impact sont aujourd'hui mieux soutenus? Oui, aujourd'hui, il y a davantage de talents de super niveau qui veulent rejoindre des boîtes à impact. Donc, il y a une forte attraction des talents. Il y a du soutien public par public, mais c'est là qu'on peut aller encore plus loin, justement par l'effet de labellisation et de crédibilisation du secteur. Très souvent, jusqu'à maintenant, on a été un peu cornerisé. On était mignon, on était gentil, tout le monde adorait les bébés, mais voilà, on n'avait pas encore d'ados. Et donc, maintenant, il faut que l'État reconnaisse le fait que en fait, cet écosystème est en pleine maturation. Que c'est probablement l'avenir d'une partie du secteur de la tech et que donc on peut avoir un soutien institutionnel et parapublic au bon niveau de ce qu'on est devenu. Sarah Korn, Jean Moreau parle de talents. Ce sont des talents qui n'ont pas forcément été formés, en tout cas à l'impact ou à la transition écologique. Est-ce qu'il y a aussi peut-être, selon vous, un enjeu de formation? C'est-à-dire que si on veut qu'il y ait des entrepreneurs qui créent de plus en plus d'entreprises dans ce secteur-là, il faut peut-être aussi plus de formation, plus d'écoles. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi qui vous porte?
Exactement, c'est un sujet clé, hein. La formation, la professionnalisation du secteur, ça passe par la formation et la pédagogie. Et tous ces talents, très souvent, ils vont vers des entreprises à impact parce qu'ils ont une conviction très forte. Oui. Et en fait, je crois qu'il faut dépasser la conviction. Et justement, il faut professionnaliser tous ces nouveaux métiers qui sont en train d'émerger. Donc la formation, c'est le nœud de tout, c'est la clé, oui. Jean Moreau, vous faites des propositions concrètes sur cet enjeu de formation, d'éducation à ces enjeux écologiques ? Oui, on travaille avec un réseau qui s'appelle les grandes écoles de la transition, où on a un réseau de partenaires qui vont convaincre dans les grandes écoles, les HEC, les ECP, les ESSEC, les écoles d'ingénieurs comme Polytechnique, et pas que, hein, on va aussi dans n'importe quelle fac, mais on commence par le haut de la pyramide pour être sûr que ces managers de demain, qui seront appelés à avoir des postes d'ampleur dans de grandes directions, et en tête ces notions-là, qui n'est pas dans leur cursus universitaire que des cours de compta, de finance et de communication marketing, qui est aussi un gros socle, transition, bilan carbone, impact environnemental des activités, pour que ce soit en fait dans leur tête et dans leur crâne dès leur prise de poste à 22 ans. Mais vous avez confiance, j'ai l'impression quand même, en la jeune génération aujourd'hui qui s'empare déjà, même donc sans formation ou forcément éducation à ces sujets-là, qui s'engage, qui a un vrai engagement par rapport à ces sujets-là. Moi personnellement j'ai confiance, mais parce qu'on est, comme on le dit, on est la première génération à subir aussi fortement les effets du changement climatique et la dernière à pouvoir faire quelque chose avant qu'il soit trop tard. Donc j'ai confiance et en même temps j'ai pas le choix, parce que si c'est pas la prochaine génération qui le fait ou la nôtre, on va s'autodétruire. Donc voilà, mais je suis plutôt dans une bonne dynamique. On voit autour de nous beaucoup de bonnes énergies. Et comme je l'ai dit, plein de planètes qui s'alignent progressivement. Les talents, le financement, les consommateurs, il manque plus que le soutien fort de l'État et de la puissance publique. Et puis, on sera bien équipé pour passer à l'échelle. D'où ces propositions. Je vais d'ailleurs vous demander si vous avez peut-être déjà des retours. Sarah Kant, pour rester sur le financement, sur le travail que vous faites avec Founders Future, on en parlait tout à l'heure de certaines startups qui ont battu des records cette dernière année avec des levées de fonds un peu inenvisageables, on va dire, il y a quelques années, avec des montants inenvisageables. Qu'est-ce qui a changé, selon vous, qui permet cela aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui pourrait, est-ce que ça pourrait arriver bientôt justement à ces startups à impact ? Bien sûr, ce qui a changé, c'est que je pense qu'il y a une prise de conscience très forte, que ce soit des investisseurs, de tous les financeurs, que l'impact et que toutes ces nouvelles entreprises vont devenir la norme et qu'elles répondent à des enjeux de société. Et donc, il y a aujourd'hui des marchés, il y a un potentiel de marché fort, de développement fort. Donc ça répond à des enjeux de croissance. Donc, je pense que ça, c'est important. C'est ce qui a changé. On n'a plus besoin de les convaincre de la même manière qu'avant, ces investisseurs. Moins, en tout cas, on va dire. Après, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que ces exemples-là, ils sont trop peu nombreux. On doit les multiplier. Donc, souvent, c'est aussi des entrepreneurs qui connaissent les codes, aussi du business, de l'investissement, et qui vont beaucoup plus vite. Et ce qui est clé, et nous, c'est une de nos convictions, on est un fonds d'entrepreneurs, c'est qu'il faut davantage de financement pour l'amorçage. C'est qu'il faut aider tous ces entrepreneurs qui font et qui créent aujourd'hui toutes ces solutions innovantes pour la transition sociale et écologique. Et il faut les accompagner, il faut les financer massivement. Aujourd'hui, il y a trop peu de financement. Nous, on n'est pas du tout financé, par exemple, par les pouvoirs publics. Il y a très peu de fonds d'amorçage qui le sont, qui ont accès aux pouvoirs publics. Et donc, il faut réconcilier vraiment ce levier entrepreneurial et l'action des pouvoirs publics. Ça, pour moi, c'est la clé. Sinon, on donnera accès au financement toujours aux mêmes, toujours à ceux qui comprennent tous les codes du secteur financier. Sarah Kant, vous avez lancé il y a 1 an maintenant votre véhicule d'investissement de 50 millions d'euros dédié à la Tech for Good. Quel bilan en faites-vous aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, tout ça est assez jeune, parce qu'on a commencé nos premiers investissements en janvier. Le bilan, donc on a aujourd'hui fait 3 investissements majeurs. Dans la transition alimentaire, on a investi dans Jungle, qui est un modèle de ferme verticale. On a investi dans 900 Care, qui est un modèle de zéro déchet de produits de salle de bain. On a investi dans iMake, qui est une plateforme de do-it-yourself. Et moi, ce que je vois, le premier bilan, c'est qu'il y a un nombre de projets et d'innovations. Moi, je passe ma journée à rencontrer des entrepreneurs, à recevoir des présentations d'entrepreneurs, des pitchs. Donc, il y a une vraie émulation et il y a beaucoup d'innovations. Donc, ça, c'est plutôt très, très positif. Et sur tout un tas de sujets de la transition. Et donc, malheureusement, on ne peut pas investir dans tous ces beaux projets. Et donc, il faut davantage d'acteurs, davantage de financement pour les accompagner et pour les accélérer. Parce que le jeu, c'est le passage à l'échelle. C'est vraiment, si on veut démultiplier l'impact, il faut les accélérer.
Jean Moreau, c'est ce que vous diriez, l'objectif de ce manifeste aujourd'hui, c'est ça, c'est ce que dit Sarah Cohn, c'est de dire que les solutions, elles sont là. Nous, on les a, il n'y a pas de problème. On vous les donne même, mais c'est à vous aussi peut-être de pousser et d'aider au financement de ces entreprises qui ont les idées. Les idées, elles les ont. Oui, absolument, c'est ça notre boulot, et notamment en impliquant alors, à la fois des ministres. On a eu... aux universités que vous évoquiez, on a eu plusieurs ministres, Cédric O, Barbara Pompili, Olivia Grégoire, donc on sent qu'on a l'écoute d'une partie de la classe politique. On avait aussi dans les candidats, pour parler de l'actualité brûlante, on avait Yannick Jadot, qui s'est engagé à reprendre une partie des propositions. Même si on est un mouvement apolitique, apartisan, on essaie d'avoir tout le monde sur tout l'échiquier politique, donc on en a quelques-uns. Après, il y a un acteur qu'on cherche aussi à faire évoluer et sur lequel on compte beaucoup, c'est la Banque publique d'investissement, la BPI, qui a joué un rôle clé dans la structuration de la French Tech, qui a très bien financé beaucoup de belles boîtes en amorçage. On aimerait que la banque publique rajoute aussi une coloration verte à son engagement et qu'elle devienne quelque part la banque dans la transition et qu'elle mette la même énergie et les mêmes moyens au service de ce qu'elle a fait sur le numérique, le faire émerger sur la transition sociale et écologique, et on pense que ça va être le cas, et que les moyens vont être mis en place, les équipes vont être mis en place, et que ça va être un très bel outil pour nous aider à accélérer. Ouais, vous ne sollicitez pas que les politiques, vous sollicitez aussi les organismes de financement, ça c'est très important pour vous. Oui, absolument. Donc la BPI et les régions aussi, donc on n'est pas un mouvement uniquement parisino-parisien. On essaie d'avoir un impact dans les territoires, avec des déclinaisons à Nancy, à Dijon, à Bordeaux, à Marseille. Donc c'est très important aussi que les entrepreneurs qui sont dans les territoires, moins proches des sphères parisiennes de décision, aient accès aux bons instruments et les bons réflexes dans les dossiers et accès au bon réseau pour pouvoir déclencher des financements. Sarah Cohn, la Tech for Good, oui, elle est implantée dans les territoires. Ça, c'est vrai que c'est important de le préciser. On pense souvent aux grandes métropoles, ou en tout cas à Paris principalement. C'est un tissu de start-up qui fait vivre aussi les territoires, notamment en termes d'emploi. On en parlait tout à l'heure. Bien sûr, elle est partout, la Tech for Good. Et justement, plus on est ancré dans les territoires, plus la tech est utile. Donc il faut aller dénicher tous ces talents, toutes ces nouvelles innovations, être au plus proche du terrain. Ce qui n'est pas évident quand, par exemple, si je parle de Founder Future, quand on est un petit fonds, donc il faut travailler en écosystème, c'est très très important. Mais aujourd'hui, il y a des réseaux comme Impact France, comme French Impact, qui créent des liens entre les investisseurs, les acteurs économiques, financiers et les innovations dans les territoires. Mais il faut le multiplier, parce que moi, je crois beaucoup au territoire et je pense que c'est là qu'il y a les plus belles innovations. Oui, à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, on a des villes assez dynamiques. Plutôt sur la tech traditionnelle, mais on va apporter notre petite touche Tech for Good bientôt. Mais non, il y a des villes qui bougent bien et on le sent. Et puis aussi, on a été aidé par le contexte du coronavirus, parce qu'il y a pas mal d'entreprises emblématiques de la Tech for Good à Paris qui ont délocalisé une partie de leur activité dans ces territoires. Donc voilà, on essaime, on pollinise les territoires. Merci beaucoup d'avoir pollinisé avec nous aujourd'hui. Jean Moreau, je rappelle, vous êtes fondateur et président de Phoenix. Sarah Cohn, partner chez Founders Future. Merci à tous les deux d'avoir débattu dans Smart Tech. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour votre rendez-vous biomimétisme. Le rendez-vous biomimétisme avec Camille Klopoki, analyste scientifique chez Bioxégie. Bonjour. Bonjour Eva. Merci Camille d'être avec nous. À l'occasion de la Semaine européenne du développement durable, vous nous présentez aujourd'hui un système de dépollution de l'air bio-inspiré. Exactement. Donc on va parler pollution de l'air et solutions biomimétiques, donc inspirées de la nature. Parce que la pollution de l'air, c'est une thématique qui est très importante de nos jours. Et on essaye de trouver des solutions pour ou bien réduire les émissions de contaminants, ou bien se dire, bon bah voilà, maintenant qu'on a des contaminants dans l'air, comment est-ce qu'on fait pour les retirer ? Et est-ce que demain, on aura besoin de commercialiser l'air pur ? On espère que non, et c'est ce que laissait entendre peut-être le dessin sarcastique. Quelles sont les différentes sources de pollution présentes dans l'air, Camille ? Alors, les différentes sources de pollution, en fait, il y en a pas mal. Une qui est très importante, c'est les particules fines. Donc, ça veut dire que c'est des solides qu'on ne voit pas, en fait, à l'œil nu. Qu'on va classifier selon si ils ont un diamètre qui est supérieur à 10 microns, par exemple, ou supérieur à 2,5 microns. Microns, c'est micromètres. Donc on va avoir des particules fines. On va avoir aussi, par exemple, des composés organiques volatiles. Alors on dit qu'ils sont volatiles parce que leur point d'ébullition est très bas. Le point d'ébullition, c'est la température à partir de laquelle le composé qui est liquide va passer à l'état gazeux. Donc, comme en fait ils sont à l'état gazeux à température ambiante, ils sont très volatiles. Voilà. Il existe déjà, Camille, des solutions de dépollution de l'air, je crois.
Il existe des solutions de dépollution de l'air. En fait, l'idée, c'est qu'on peut avoir une dépollution à l'échelle individuelle. Juste porter un masque, finalement, c'est filtrer l'air, donc filtrer les particules, surtout les particules qui vont venir. Donc ce n'est pas dépollué, là c'est filtré. Voilà, là c'est filtré. On peut avoir des solutions collectives là, de dépollution. Par exemple, en Chine, dans la ville de Xi'an, il y a une tour de dépollution de l'air. L'idée, c'est qu'on a une surface vitrée au sol qui vient chauffer l'air. Et donc l'air chaud monte, va venir s'engouffrer dans la tour. Et en fait, dans la tour, l'air va passer à travers des filtres à l'horizontale. Et les particules portées par l'air vont se déposer en fait, sur les filtres, vont être captées par les filtres. Et donc ça veut dire que l'air qui va sortir des tours va être beaucoup plus pur, dépollué. Et puis j'imagine, Camille, qu'avec la crise qu'on vient de vivre, la pandémie mondiale liée au coronavirus, on a en plus dû inventer, en tout cas chercher, beaucoup de solutions de dépollution de l'air. Aujourd'hui, vous venez nous en présenter une, enfin en tout cas nous parler d'une précisément, qui a été bio-inspirée. Je pense que c'est pour ça que vous venez nous en parler aujourd'hui. Elle a attiré votre attention, dites-nous. Alors, elle a attiré mon attention parce que, alors déjà, elle est inspirée des toiles d'araignée. Alors, pourquoi les araignées ? Les araignées, c'est des prédateurs qui sont redoutables. Elles ont développé un certain nombre de techniques de chasse, dont la toile d'araignée. Et l'idée de cette toile d'araignée, c'est qu'en fait, elle vient capturer des insectes volants. Donc l'intérêt, c'est que déjà, on a une toile, ils peuvent se prendre dans la toile. Et en fait, alors, la toile d'araignée, d'ailleurs, Sidney Rostand, qui était venu nous en parler la dernière fois. Exactement, fondateur de Bioxégie. Donc pour avoir un peu plus de contexte, c'est possible d'aller voir notre émission. Donc là, l'idée, c'est que cette toile d'araignée, en fait, elle peut être criblée de perles gluantes. Des perles sur lesquelles les insectes volants peuvent venir se coller. Donc en fait, un insecte qui va être collé, il ne va plus pouvoir bien se mouvoir et faire trembler la toile. Et donc l'araignée va juste avoir à venir et puis à déposer son venin, et c'est bon, tranquille, elle peut consommer l'insecte. Et donc l'idée, c'est de s'inspirer en fait de cette toile et de ces perles gluantes pour réaliser un filtre. Donc c'est des chercheurs chinois de l'université de Nanjing Tech qui ont réalisé un filtre qui est formé en fait de nanofibres de silice. Donc des nanofibres, ça veut dire que c'est à l'échelle nanoscopique, donc c'est tout petit. Et de la silice c'est assez commun, ça compose l'écorce terrestre, ça compose le manteau terrestre, les quartz par exemple, c'est fait de silice, on les utilise en microélectronique, dans l'industrie pharmaceutique. Donc c'est déjà bien utilisé. Donc on vient faire un quadrillage, donc un maillage en fait, avec ces nanofibres. Et puis par-dessus, on vient placer des cristaux alors on appelle ça le ZIF-8, c'est un peu compliqué, mais l'idée c'est que c'est un cristal qui est poreux et qui peut capter certains gaz. Donc en fait ce filtre, il a une double fonction. Il peut venir capturer les particules solides, les particules fines, parce qu'en fait les trous du maillage vont être suffisamment petits pour que les particules puissent se coincer. Et puis les cristaux vont pouvoir capturer alors, du formaldéhyde, qui est un composé organique volatile. Et alors ce qui est génial avec ce filtre, c'est qu'il a une performance redoutable, tout aussi redoutable que les araignées dans leur technique de capture. Il y a 99,96% des particules fines qui sont capturées, enfin qui sont bloquées par ce filtre. Donc Camille, de quelle manière en fait on s'est vraiment inspiré de la toile d'araignée. On a observé, on a regardé comment elle était formée, comment elle capturait ses proies, comment elle se collait, et on a récupéré bout par bout tous ces éléments pour en faire un filtre dépolluant. Exactement, c'est l'idée. Et après, on peut se poser la question de, bon, très bien, mais finalement, mon filtre, il peut être encrassé, parce que je vais avoir mes particules, elles vont venir se bloquer. Et comment je fais ? Bon, alors, ici, on n'a pas de technique d'évacuation encore sur ce filtre, mais il y a d'autres inspirations biomimétiques pour évacuer des filtres d'air. Mais là, ce qui est intéressant aussi avec cette structure, c'est qu'en fait, quand on a un encrassement, en gros, on va avoir une différence de pression qui va être très importante entre l'entrée du filtre et la sortie du filtre, qui peut provoquer l'effondrement du filtre. On va avoir, c'est-à-dire un trou, et puis finalement, l'air va passer. Et donc là, l'idée, c'est que les cristaux, ils vont aussi permettre de rigidifier le filtre et la structure.
Donc c'est un autre avantage de cette solution bio-inspirée. Un mot, Camille, il nous reste 30 secondes. On en est au stade pour l'instant de la recherche sur ce filtre dépolluant, ou est-ce qu'on peut parler de commercialisation prochaine ? Alors, les recherches datent de 2018. Donc là, c'était en laboratoire. Ils ont réussi à créer leur filtre. Pour l'instant, à ma connaissance, ça n'a pas été commercialisé tel quel. Donc voilà. Mais peut-être bientôt. J'espère très bientôt. Merci beaucoup Camille, je le rappelle, vous êtes analyste scientifique chez Bioxégie. Merci de nous avoir expliqué tout ça aujourd'hui. On vous retrouve très vite, bien sûr, dans Smart Tech. Tout de suite, et comme tous les lundis, focus sur ceux qui font demain. Et si on faisait la sieste ? Bon, il est un peu tôt, c'est vrai, mais c'est ce que nous propose Cécilia Sévry. Aujourd'hui, elle est allée à la rencontre d'Adil Achiban, fondateur de Podcalm. Ce jeune ingénieur a inventé une véritable bulle technologique pour bénéficier des bienfaits de la sieste, même au bureau. C'est un reportage de Cécilia Sévry et Cossé Labouèche. En voyageant à Hong Kong, j'ai entendu parler des hôtels capsules, je les ai testés et je me suis dit tiens, c'est à moi de faire une capsule européanisée avec à la mentalité européenne, c'est-à-dire individuelle. Alors l'importance de la sieste au travail, c'est à la fois bien pour l'employeur et pour l'employé. Alors c'est bien pour l'employeur parce que 20 minutes, et ça c'est des études de la NASA, 20 minutes de micro-sieste permettent d'augmenter la productivité de 35%. D'ailleurs, d'après Michel Thiberge, qui est un neurologue toulousain, notre corps, en fait, le corps d'un être humain, est génétiquement programmé pour avoir un temps de somnolence entre midi et 15 heures. C'est pour ça qu'on a tous ce coup de barre. Il n'est pas lié vraiment qu'à la digestion, mais ils viennent être amplifiés par la digestion derrière. Mais c'est un besoin, et donc il faut juste répondre à ce besoin. Tu essaies de trouver la position la plus confortable pour toi, essaie de vraiment de trouver. Comptez chacune de vos respirations. Je compte 1 à l'inspiration, 2 à l'expiration. Nous avons créé une sorte de technologie multisensorielle. Donc en fait multisensorielle parce qu'on mobilise les 4 sens. Le premier sens qui est l'ouïe, donc c'est avec la musicothérapie, en fait autour de la tête en 360 degrés. Ça peut être de la méditation pleine conscience, ça peut être juste de la musique en 3 dimensions, en 8 dimensions. Et puis il y a le deuxième sens qu'on mobilise aussi qui est l'odorat, donc avec l'aromathérapie. Donc les arômes changent d'un programme à l'autre. Et le troisième sens qui est le toucher, donc avec un ensemble de vibrations tout au long de la colonne vertébrale. Et le quatrième sens qui est la vue qui est stimulée avec de la lumière. Toute cette technologie-là et ce produit-là, en fait, est le fruit de 3 ans de recherche et développement avec un ensemble de spécialistes, que ce soit des designers très connus, des électroniciens, des sophrologues, des aromathérapeutes et des gens de la méditation pleine conscience. Donc enfin, on a essayé de rassembler, et de l'ingénierie bien évidemment, qui est mon métier, on a essayé de rassembler tous ces métiers-là qui sont différents pour créer un produit qui essaye de relier le corps à l'esprit. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Moi, je vous retrouve demain dans Smart Tech, toujours à la présentation de ce rendez-vous. Et je vous souhaite évidemment une très très bonne journée sur Bismart. À très vite.